la première personne qui parlera, donc ça sera pour l'ADECH, Thierry Lachera, qui interviendra lui sur les conclusions après 3 années de lutte au sein de ce collectif. C'est parti, en termes de timing, c'est parfait. Ensuite, prendra la parole pour le cadre, donc Victor Pachon, qui reviendra en particulier sur le désastre qu'on a connu ici avec Vache-Forêt. Il y aura ensuite l'intervention, si je ne me trompe pas dans le planning, de Sabine Dufaux, donc pour la Cétanceau, qui présenterait exactement ce qu'est la Cétanceau, qui interviendra plus particulièrement sur l'existence des espaces naturels sauvegardés qui sont concernés, notamment le corridor vert, qui est une donnée en fait du projet Canopia. Bon, une donnée négligée, vous avez compris, mais une donnée. Voilà. Ensuite, Eliane Biboulot-Blin, qu'on va présenter aujourd'hui uniquement en visant que la représentante attaque, qui parlera de la marchandisation des déchets et un petit peu de toute la partie financière du projet. Voilà. Ça, c'est pour toi. Et ensuite, sur les en cinquième intervention, il y aura les gens de BICI qui sont revenus de la BNP de... Ils sont où les gens de BICI là? Donc ils sont revenus de la BNP de Biarritz cet après-midi pour venir nous parler d'une expérience en Pays Basque Sud, l'opération qui s'appelle l'expérience Zéro Sabord, sur un nombre très très important de communes. Et donc, d'une façon générale, des présentations de quelques alternatives. Et vient d'arriver, pile au moment où on a pris le micro, le monsieur dont je ne connais pas le nom, on va l'appeler Juan-Marc Simon. Président de Gaïa. Président de Gaïa, donc qui nous vient de la Catalogne, et qui pourra nous donner une vue d'ensemble sur les connaissances et les solutions au niveau européen. Voilà, qui permettra en fait de poser de façon générale une conclusion en fait à ce débat après votre prise de parole à vous. Voilà, donc on va commencer avec Thierry Lachera. Oui, donc moi, d'abord bonsoir à tous, merci d'être là. Donc moi je vais tirer un petit bilan sur les 3 années de lutte que nous avons fait contre l'installation du pôle Canopia à Batz. Alors je ne vais pas revenir sur le choix de Batz, vous connaissez parfaitement tous notre position sur ce choix scandaleux et irréversible. Irréversible au jour d'aujourd'hui puisque malheureusement l'EBC, c'est-à-dire l'espace boisé classé, a été détruit et également a été détruit toute la partie pépinière. Donc ça malheureusement, quoi qu'il arrive, nous pourrons revenir sur ce problème-là. C'est un choix également scandaleux et irréversible à nos yeux par rapport au discours et la politique environnementale de la ville de Bayonne, qui je pense qu'après ce projet-là aura beaucoup de mal à continuer à tenir un discours qui veut que Bayonne soit une ville qui fasse très attention à son environnement. Mais par contre, on peut tirer plusieurs traits importants. Pour moi, le plus important au jour d'aujourd'hui, en l'état actuel du projet, c'est que plus nous avançons dans ce dossier, plus nous avançons dans la connaissance de ce dossier et de ce qu'est réellement la TMB, plus nous apercevons que cette technologie est obsolète et ne répond en aucune manière aux différents critères pour lesquels normalement elle aurait dû être mise en place. Voilà, et ce constat nous renforce dans notre farouche opposition à ce procédé. L'échec est général et flagrant à tous les niveaux des utilisations de TMB, que ce soit sur un plan environnemental, c'est-à-dire ce que j'appelle un plan environnemental, c'est la réelle capacité de ce procédé à gérer le traitement de nos ordures ménagères. Le bilan à ce niveau-là est absolument catastrophique. On sait à peu près que quand tout se passe, on va dire relativement bien, 50% de ce qui rentre dans les usines TMB ressort de cette usine sans avoir subi aucun traitement et part, suivant les lieux, directement en enfouissement ou en incinération. Et nous savons aussi pertinemment que les fermenticides qui rentrent dans cette usine, qui représentent à peu près 27% du tonnage général des usines, est soi-disant transformé en compost, mais on sait pertinemment que ce compost finira lui aussi soit en incinération, soit, ce qui est encore plus grave, puisque là on attaque la nappe phréatique par la présence de l'exilia, soit en enfouissement. Donc un échec absolument lamentable.
Ensuite, également, on connaît pertinemment l'ensemble des nuisances que représente pour la population environnante ce type d'usine ce procédé, que ce soit des nuisances olfactives, que ce soit la présence de nombreux animaux nuisibles considérés comme tels par la population dans ces cas-là, c'est-à-dire de nombreux oiseaux, des rats ou autres animaux de ce genre. Et également, un plan très important aussi, c'est sur un plan financier. Et là, ce plan financier nous touche tous, que nous habitions près ou loin de Bath. Le coût de construction et de gestion d'une usine TNB est absolument exorbitant en comparaison des résultats obtenus pour la gestion de nos traitements d'ordures. C'est exactement le cas identique également pour tout ce qui est la valorisation du compost en forme de méthane, que ce soit sous la forme d'électricité ou sous la forme de gaz. Je n'appellerai pas ça du biogaz, je me contenterai d'appeler ça du gaz. Là aussi, on se rend compte que les échecs sont flagrants et qu'aucun résultat concret et rentable n'a pu être mis en place. Et puis, une chose également importante sur le plan financier, c'est qu'on s'est rendu compte lors de ces 3 années de l'ensemble des usines que nous avons pu visiter ou des contacts que nous avons eus sur des usines existantes, c'est l'incapacité de tout mettre d'œuvre ou de gestionnaire de ces usines à maîtriser les dépenses supplémentaires qui interviennent régulièrement pour tenter de résoudre tous les problèmes récurrents et permanents qu'occasionne ce type de procédé. C'est-à-dire qu'on a un prix de base qu'on sait à peu près pertinemment ici pour l'usine de Bath, autour de 60 millions. On sait déjà par expérience, en ayant regardé l'ensemble des dossiers liés à l'Urbacer, que nous aurons un coût de 10 à 30% d'augmentation sur la construction et que généralement se rajoute également entre 10 et 15% d'augmentation du budget lors de la mise en place de l'usine. C'est-à-dire que incessamment des problèmes se posent, que ces problèmes demandent effectivement des réparations ou des modifications importantes et que celles-ci ont toujours un coût. Je rappelle à tous que c'est nous qui allons payer ce coût et ce surcoût. Et puis un autre point excessivement important également, c'est celui que j'appellerai le plan humain et social, c'est-à-dire que les conditions de travail dans ce genre d'usine sont toujours très difficiles et dangereuses. Malheureusement, de nombreux exemples d'accidents de témoignages que nous avons pu avoir sont là pour prouver les dires que nous avançons. Alors, face à un tel bilan négatif, bilan qu'il est facile de vérifier, comme toujours depuis 3 ans, nous ne demandons pas de nous croire sur parole, nous demandons d'aller vérifier tout ce que nous disons. Il suffit de lire la presse, de cliquer sur Internet ou de s'informer auprès d'élus, d'associations qui vont avoir des usines ou qui ont des usines pour se rendre compte de la véracité de ce que nous disons. Alors face à ça, que répondent les décideurs, que ce soit Bilta Garbi ou les élus, M. Grenet en tête, qui ont voté pour ce projet? Rien ou pratiquement rien. En fait, ils ont 2 réponses. La première qui est depuis peu de temps, depuis à peu près plus d'1 an, qui est de dire qu'ils sont conscients des problèmes que rencontrent l'ensemble de ces usines TNB sur le plan national, mais que le cahier des charges qu'ils ont mis en place évitera tous ces problèmes-là. Et le deuxième seul argument qu'ils arrivent à nous opposer par rapport à tout ce que nous pouvons leur dire, c'est que la solution est inéluctable puisqu'il faut maintenant aller vite, puisque M. le Préfet, par injonction, a décidé qu'à partir de 2013, nos ordures ne partiront plus sur la Pléiade. Alors là, je répète, c'est le seul point où nous sommes entièrement d'accord, aussi bien avec Bilta Garbi qu'avec M. Grenet ou que même M. le Préfet. Effectivement, ces ordures ne doivent partir à la Pléiade. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est qu'un cahier des charges, tel que celui qu'a mis en place Bilta Garbi, n'est qu'espoir et que promesse vaine, à notre avis, par rapport à la réalité des choses. C'est-à-dire qu'un industriel comme Urbacer, qui donc va avoir en charge la construction et la gestion du site de Bath, n'a pu, ne peut et ne pourra dans ses projets à venir trouver les solutions pour rendre fonctionnelles ces usines. C'est-à-dire qu'aussi bien sur un plan environnemental, c'est-à-dire le traitement des ordures, que sur un plan financier, nous n'avons pas d'exemple où la société Urbacer a été capable de répondre au cahier des charges qui avait été imposé par leur commanditaire et incapable de faire fonctionner correctement ces usines. Donc je ne vois pas comment, par un coup de baguette magique, malgré toutes les promesses qui auraient pu être faites, cette technologie qui ne fonctionne nulle part, d'un seul coup va fonctionner à Bath.
Donc, sur ce point-là, je trouve que l'argument apporté est d'une très grande faiblesse. Le deuxième, c'est la date fatidique de 2013. Si on regarde actuellement l'état des travaux et l'avancée de ce chantier, je pense qu'il ne faut pas travailler le bâtiment pour se rendre compte que dans à peu près un peu moins d'1 an maintenant, cette usine ne reverra pas le jour. Cette usine, je pense, ne verra pas le jour avant au moins 2 ans. Il faut compter la fabrication en elle-même, la construction en elle-même, il faut compter les premiers tests de mise en service de l'usine. C'est en moyenne à peu près 2 ans, 2 ans et demi pour arriver à un début de fonctionnement. Donc, argumenter le fait que tout débat ne doit plus exister parce que nous avons cette date de 2013, là aussi, est absolument caduque comme réponse faite par nos élus, par Vilta Garbi. Voilà. Alors, en dehors de cette réponse, nous n'avons aucune réponse. Je l'ai un petit peu signalé tout à l'heure dans l'AG quand on a fait le compte-rendu de cette année de travail. Il n'y a aucune réponse. Sinon, le mépris, le mutisme et maintenant les bulldozers. C'est les seules réponses que nous amènent nos élus. Alors, à titre d'exemple, je vais en prendre un très simple. Nous avons demandé plusieurs fois à notre maire, à notre président de l'ACBA, à notre député, même si maintenant il n'est plus, il était encore il y a peu de temps, de nous recevoir, simplement pour que nous puissions discuter avec lui de ce projet. Nous n'avons jamais reçu, c'est la même personne qui cumule les 3 postes, ce qui n'est pas d'ailleurs une très bonne pub pour le cumul des mandats, mais c'est une autre chose. Nous n'avons jamais reçu une réponse de la part de cet élu pour accepter de discuter avec lui de ce projet. Voilà, je ne rajouterai rien là-dessus, à part que, à nos yeux, à nous, c'est loin de notre conception du débat démocratique et du devoir d'un élu. Alors, face à ce constat, quelles sont nos réponses à nous? Quelles solutions apportons-nous? Quel est notre espoir par rapport à ce projet? La première, on en a l'exemple ce soir, alors que beaucoup de gens pensent que ce projet maintenant est décelé puisque les travaux ont commencé. Nous sommes là, une réunion de 5 associations, dont 4 qui représentent d'une manière symbolique et très forte l'environnement sur le Pays Basque. Je vous rappelle, CAD, BICIS, Penso et ATTAC. Donc je ne pense pas que ces gens-là seraient investis dans cette réunion s'il n'existait pas encore des solutions. Donc le débat est loin d'être court et à mon avis même il ne fait que commencer là-dessus. L'autre action que nous continuons à mener, parce qu'elle est excessivement importante, tant que nous n'aurons pas les réponses, c'est sur le plan juridique. Il ne faut pas oublier que nous avons déposé 3 recours contre ce projet-là, via les différentes enquêtes, qu'elles soient DUP, ICPE ou autres. Et au jour d'aujourd'hui, le tribunal de Pau n'a toujours pas statué. Nous pouvons espérer que sur le premier recours concernant la DUP, cette réponse ne devrait pas tarder, puisque le délai à peu près logique est entre 18 et 24 mois entre le moment où vous avez posé le recours et le moment où celui-ci est étudié par le tribunal. Donc nous arrivons là actuellement sur les 18 mois de délai, donc nous espérons que la réponse sera efficace. La réponse est excessivement importante dans notre combat, puisque nous attaquons d'une manière très précise, je le répète rapidement, le problème, c'est que nous nous sommes rendus compte que l'enquête du UP ne s'est pas faite dans les règles. C'est-à-dire rapidement, chaque enquête a un périmètre où les gens qui sont dans ce périmètre doivent répondre et être contactés pour cette enquête. Et dans ce périmètre des 1 km qui correspondait à la première enquête du UP, rentrait la ville de Tarnos, qui en aucune manière n'a été mis au courant et n'a disposé le jour d'enquête publique des documents nécessaires pour que ces habitants puissent y répondre. Donc, normalement, si la loi est respectée, ça devrait casser l'enquête du UP, qui automatiquement annule les autres enquêtes et donc devrait stopper au moins quelque temps le chantier. Et ce qui n'est pas une chose, à nos yeux, anecdotique. Voilà. Nous avons également continué à travailler sur le fait d'exposer aux gens sans arrêt, que ce soit les politiques ou autres, notre point de vue pour essayer d'amener le maximum de gens vers notre choix. Et une chose importante à ce niveau-là aussi, et je vais faire très rapide parce que tout le monde ne pourra pas parler, depuis quelque temps nous nous rendons compte que ce débat n'est pas un simple débat bâillonné, c'est un débat qui rentre actuellement sur le niveau national, c'est-à-dire de plus en plus d'associations, de plus en plus je vous l'ai dit tout à l'heure, d'élus,
s'élèvent contre ces procédés. Nous sommes rendus dans plusieurs lieux, dans plusieurs réunions. La plus importante et emblématique a été celle de Romainville, il y a à peu près 3 semaines, Michel, c'est ça? Ouais, voilà. Et donc, nous essayons de fédérer au niveau national toute une structure pour combattre ce procédé-là. Donc, voilà. Et donc, par rapport à ça, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, je suis absolument désolé. Oui, en fait, ce que je veux dire, ce qui va se rapprocher un petit peu de ce que vont dire après les autres intervenants, c'est que surtout, ce qui nous renforce dans l'idée de continuer ce combat, c'est qu'il existe des solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un déni d'un procédé qui existe, on est également dans la recherche et dans la mise en place de procédés qui sont, je dirais, beaucoup plus efficaces pour traiter nos ordures. Donc ça, c'est entre autres le tri sélectif avec la séparation des fermenticides, mais les intervenants nous en parleront. Et juste à ce niveau-là, une petite anecdote qui me semble très amusante, si je peux dire comme ça, c'est que même Bita-Garbi reconnaît l'importance du tri sélectif et la séparation des fermenticides, puisque si vous regardez actuellement l'ensemble de sa communication qui va de ses camions jusqu'aux brochures qu'il continue à déployer, et ils incitent à faire le tri sélectif et la séparation des fermenticides. Alors là, je ne comprends pas le fonctionnement de cette structure, puisque d'un côté, il crée un monstre qu'il va falloir nourrir de nos fermenticides pour qu'ils puissent fonctionner, parce que je rappelle quand même que le fameux B, en TMB, veut dire biologique, et que cette biologie et ces fermenticides, donc ces éléments biologiques, sont le moteur essentiel de TNB. Donc je pense qu'un jour, il faudra demander à ce syndicat qui communique clairement et aux oreilles de tous sur sa stratégie pour que nous puissions arriver à la comprendre. Voilà, alors pour conclure rapidement, toutes ces considérations, tout ce que j'ai pu vous dire là, ont un but bien précis au jour d'aujourd'hui, c'est que, parce que nous sommes pour le dialogue et la transparence, nous voulons faire une proposition simple et concrète à l'ensemble des acteurs politiques et aux citoyens de Bayonne et des 202 communes gérées par le syndicat Bita-Garbi. J'aimerais que nous mettions en place un moratoire. La durée pour l'instant sera décidée, on va dire, entre 4 et 6 mois pour que l'ensemble des partenaires puissent réfléchir exactement au devenir de nos ordures, au vu des évolutions qui existent actuellement, qui sont de plus en plus importantes au niveau de prise de conscience au niveau industriel, économique, politique, environnemental. Voilà. Et j'espère simplement pour conclure que M. Grenet ou le syndicat Bita-Garbi n'éludera pas cette proposition en revenant simplement sur le fait que 2013 est censé être une date butoir. Nous avons vu que cette date butoir ne pourra pas exister. Merci. Pour savoir si vous pouvez avoir des confirmations de ce que vient de dire Thierry, allez sur le site de Bita-Garbi. Et il y a actuellement des dessins sur les travaux en cours, notamment la dernière actualisation, c'est qu'en mai, on a commencé les travaux de terrassement. Donc on ne peut pas rentrer dans le secteur parce que c'est protégé des curieux et éventuellement des accidents, mais surtout des curieux. Mais par contre, si vous cliquez sur le site, vous verrez qu'il y a tous les calendriers prévisionnels des travaux et qu'à partir du moment où ils vont commencer à mettre du béton, de la charpente, etc., il y a 9 mois de travaux. Et ensuite, 3 mois, obligatoirement, au bout de 9 mois, ils vont mettre l'électricité. Donc ensuite, ils vont mettre 3 mois de test. Ça veut dire qu'on a, tant que le béton n'est pas arrivé, il y a 1 an avant la livraison. Et ça ne vous a pas échappé, on est en juin. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas rendu avant juin 2013. Or, on a toujours entendu dire ça, c'est à partir du 1er janvier 2013, il faut trouver la solution. Et la solution, c'est Canopia. Là, tous les jours qui passent montrent que le modèle est enfoncé.